Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, et seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte, du sang pote, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Alors, l'intitulé de cette troisième séquence, l'art, support pédagogique de l'art social pour réveiller qui nous sommes. Alors, j'ai envie de me tourner vers toi pour commencer, Delphine. Tu vas dire en deux mots ce que tu fais habituellement, mais ça serait aussi intéressant que tu dises en deux mots aussi ce que le travail qu'on a fait ensemble à la crèche avec les parents et quelle résonance ça prend particulièrement dans le travail global qu'on essaie de poser justement dans la relation avec les parents. Comment toi tu as vécu ça? Voilà. Ça t'irait de commencer? J'ai le choix. Je vais essayer, je vais tenter. Donc oui, bonsoir, je suis Delphine Schmoderer, je suis artiste plasticienne et intervenante artistique. Donc j'interviens auprès de différents publics. Donc ça peut aller du scolaire aux maisons d'arrêt, enfin voilà, plein de personnes que je rencontre. Et voilà, j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Et ce qui est merveilleux dans cette école, c'est qu'on nous permet de nous poser des questions et on nous incite à nous poser des questions. D'ailleurs, le questionnement est la base de notre travail. Et du coup, quand vous avez goûté à ce fruit exquis, et parce qu'en fait, il donne lieu à une matière aussi, hein, ce n'est pas juste un questionnement, c'est voilà, après, c'est mettre en acte, en forme, et en plus, vous êtes super bien entouré avec des très bons professeurs, des très bons élèves, tout est motivant, vraiment. Voilà, il y a aussi cette question de motivation. Et du coup, voilà, dans mon parcours après, je suis passée par autre chose aussi. Et l'appel, en moi en tout cas, a été très fort. Voilà, l'appel de recontacter quelque chose, d'expérimenter à nouveau cette matière artistique a été très très fort. Donc je commence à être malheureuse. Et j'ai décidé de laisser tomber mon CDI. J'ai pris clairement une prise de risque. Hein. J'étais maman. Voilà, je vivais seule avec ma fille. Et du coup, j'ai renoué avec une pratique artistique. Et j'ai pu renouer avec mon questionnement. Et mon questionnement, effectivement, il est pas mal articulé autour des questions existentielles. Parce que je trouve qu'en fait, pour moi, c'est des questions qui sont belles et qui me font vibrer, tout simplement. Donc ces questions-là, souvent, c'est qui suis-je, la plus fondamentale. Mais je suis arrivée comme ça dans l'espace public. Parce que j'aime bien cette notion d'art public et social. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher plein de gens différents. Donc j'allais comme ça interviewer les gens pour récolter de la matière pour mon travail. Donc ça passe par la parole, c'est ce que j'ai appelé la récolte de parole. Il y a un artiste Beuys très proche aussi du mouvement qui s'est beaucoup aussi inspiré, enfin qui est mort maintenant, mais qui a pas mal travaillé comme ça. Et du coup, j'interviewe les gens autour de questions et toute cette matière féconde me permet après d'imaginer, de l'instaurer, de créer une installation, une mise en scène dans l'espace public de façon à ce que tout le monde puisse y accéder, les enfants, les parents. Et à côté de ça, je greffais des ateliers sur la parentalité. Donc j'ouvrais mon atelier qui était mis à l'époque à disposition par la mairie de Kaysersberg. Et mon atelier était ouvert aux parents, aux enfants, aux grands-parents. Et ensemble, on créait donc cette œuvre collective, en fait. Ça donnait une œuvre collective. Et donc voilà, j'expérimentais comme ça. Et donc pour en venir
Mon petit bonhomme de chemin a fait que je me suis retrouvée en lien avec... bon, j'ai ma fille, effectivement, qui est passée par l'école Steiner. Donc, les questions d'éducation me paraissent essentielles, fondamentales. Cette transmission du partage aussi, de quelque chose de simple et qui relève aussi de... J'ai envie de mettre le mot fraternité, en fait, voilà. Parce que c'est comme ça aussi que j'ai envie d'apprendre, dans ce lien qui m'unit avec les participants, qu'est-ce qui en ressort. Et du coup, j'imagine des jeux pour permettre de faire ressortir cette approche, en fait, ces questions, au lieu de poser directement la question, mais et vous, qui êtes-vous? J'ai imaginé un jeu qui mettait en scène cette question. Et grâce à ce jeu, très spontané, d'écriture automatique, il y a des réponses surprenantes. C'est assez magique, d'ailleurs, ce qu'il en ressort. Et ça permet à tout le monde d'être sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire, de ressentir une forme de coopération, d'entraide, puisque j'interviens aussi auprès de gens qui ont beaucoup de difficultés à parler le français. Et du coup, je sens que le jeu, donc le jeu JEU, mais aussi l'engagement du jeu, il se passe des choses assez subtiles et intéressantes. Donc, du coup, maintenant, je démarre comme ça, grâce au jeu. Ensuite, il y a un autre processus, mais là, pour la crèche des parents, on a essentiellement travaillé sur la question qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes fait pourquoi dans la vie, en fait, et toujours grâce au jeu. Et ensuite, l'autre question, c'était quel parent je suis pour mon enfant et d'où vient mon enfant. Enfin, c'est comme si on interrogeait son enfant, d'où viens-tu? Voilà, donc on a cheminé autour de ces questions. Donc c'était un moment à la crèche, un samedi matin. Des parents sont venus autour d'un café. On a sorti le jeu. Ça a été spontané, direct. Voilà, je trouvais que les parents ont saisi le processus. Et il en est sorti des poésies qui sont imprimées dans le recueil que l'Ars a publié. Et j'en suis maintenant à peu près à 200 poésies autour de qui suis-je et ce pourquoi je suis fait dans la vie. Et je continue comme ça mon chemin. Donc dans cette crèche, qu'est-ce que j'en ai retenu? Déjà tout simplement l'ouverture, envie de faire des bébés, à se dire voilà, on arrive dans une crèche comme ça, super quoi, voilà, clairement l'ambiance, le lieu, l'attention et la décoration bien sûr, mais aussi le fait d'ouvrir cette crèche avec des cours de chant. Moi, j'ai été invitée, mais il y a d'autres personnes intervenantes. Donc, cheminer en tant que parent autour de cette question, quelle richesse, et quelle ouverture. Donc, merci. Et puis après, il faudrait demander aux parents, quoi. En fait, eux, ce qu'ils ont vécu. Alors moi, ce que j'ai retenu d'Olivia et de sa participation ici, c'est quelqu'un qui a observé ces derniers temps, puisqu'elle était en stage à l'école, et ça m'intéressait bien. Ce qui m'a frappé dans le petit moment de présentation qu'on a eu, on a fait connaissance très rapidement, j'avais l'impression que c'était un univers fait de plein de petites touches de assez éclectique dans tout ce que vous touchez, mais avec un regard d'anthropologue, puisque ça c'est un élément de formation de base, et également quelqu'un qui est en fonction à l'éducation nationale. Ça m'intéresserait bien d'avoir ça nous intéresserait bien d'avoir votre retour de cette période de stage, voir un peu quelles sont vos observations, tout simplement. Qu'est-ce qui est frappant? Et puis peut-être aussi pour faire un lien avec la thématique de cette troisième table ronde, qu'est-ce que vous observez autour de la dimension artistique dans l'école en particulier? Il me demande ça en 5 minutes 5 minutes. D'accord. Alors, je vais essayer d'être rapide et pertinente. Je voudrais juste préciser qu'à l'Éducation nationale, je suis psychologue et pas enseignante, ce qui change aussi mon regard, et qu'effectivement, j'ai une formation en ethnologie, et donc j'ai vécu en Amazonie. Alors, la première question du coup que j'aimerais poser, c'est faut-il une école? Ayant vécu en forêt, mon premier retour, il est là. Faut-il une école pour éduquer? Il faut des parents, ça c'est sûr. Effectivement, pour avoir des enfants, il faut des parents. Maintenant, qui éduque? Est-ce que c'est le village en entier? Est-ce que c'est les enfants entre eux qui s'éduquent d'une certaine façon?
Est-ce que, et ça a été dit d'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi une forme d'auto-éducation ? Auquel cas, ça impliquerait d'avoir un retour critique sur soi-même et d'être dans un constant questionnement. Ce qui pose aussi la question d'avoir le temps de se questionner. Or, on est effectivement dans une société qui va vite, une société de la performance, d'une façon générale, où finalement le questionnement sur soi, on n'a pas forcément le temps de le faire. On est dans l'idée du faire, dans l'idée de rendre quelque chose, rendre des comptes, et ce temps pour soi, je ne sais pas si il est encore possible de l'avoir. On a parlé aussi de la question du moi social et du moi authentique. J'ajouterai un troisième moi qui est ce moi en lien avec l'environnement. Et j'en viens à l'école Steiner. Ce que j'ai observé, j'étais souvent au jardin et j'ai fait des cours aussi de danse. Ce que j'ai observé, ce sont des enfants très en lien avec leur environnement. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire des enfants qui sont capables d'habiter et leur corps et l'extérieur, de l'investir et de s'en être imprégné et d'avoir incorporé quelque chose. Ce que j'appelle des enfants ancrés, à la fois dans l'instant, dans leur présent, mais aussi dans une histoire. Puisque être dans une pédagogie, c'est aussi être héritier de quelque chose. Et ça, c'est un fait. On parlait tout à l'heure de tradition. Alors, c'est là où je mettrai un bémol. Je pense que les enfants sont inscrits dans une tradition. Après, libre à nous, adultes, de leur transmettre le fait qu'ils ne sont pas obligés ou contraints de faire ou de répéter cette tradition. Et d'être honnête avec soi-même et de dire c'est une tradition, c'est un parti pris que nous avons, nous adultes. Toi, quand tu seras grand, tu pourras faire différemment. D'accepter que nous, adultes, nous n'ayons pas la vérité, ni sur l'enfant, ni sur notre société. Et peut-être que c'est là la force des écoles Steiner, c'est d'apporter à l'enfant l'ancrage nécessaire pour être dans son environnement, dans sa nature, dans la nature en général, puisque notre société est fondée quand même sur un clivage. Effectivement, j'ai plus de micro. Le moi social, qui est coupé du moi de la nature, du moi de l'environnement. Si vous regardez bien notre quotidien, nous sommes remplis de gadgets, mais on oublie assez facilement que si on n'a pas de soleil, si on n'a pas de lumière, nous sommes morts. C'est un fait. Si nous n'avons pas de contact avec la nature, nous sommes beaucoup plus stressés. Si nous sommes hors rythme de la nature, nous sommes aussi beaucoup plus stressés. C'est quelque chose que des sociétés type amazoniennes ont bien mieux compris. Et ils ne sont pas coupés de ça. Ça pose la question aussi de la construction du moi authentique par rapport à cette nature. C'est là où moi je discuterai un peu le clivage entre les différentes parties. Et donc je conclurai là-dessus. La force peut-être de l'école Steiner et de la pédagogie Steiner, c'est d'arriver à lier tous ces différents moments de vie, ces différentes étapes, et d'arriver à donner un tout cohérent. Et de sortir de ce clivage que notre société occidentale a construit et qui finalement est assez délétère pour arriver à se construire soi, pour arriver à faire des choix et pour arriver à s'engager dans quelque chose. Voilà. Merci. Alors je me tourne vers Pierre. Il y a deux aspects qui font que je suis très heureux que tu participes à cette table ronde. D'abord parce que tu es enseignant et à ce titre, tu vois passer des élèves qui sortent de notre école. Mais il y a une deuxième interrogation qui est vraiment très en lien avec la thématique de cette table ronde également. C'est la place du cinéma comme un outil qui permet de révéler quelque chose. Ou en tout cas un axe, un plan pédagogique qui permet. Et la particularité du lycée de Münster où tu travailles, c'est effectivement d'avoir une section cinéma. Et ce serait vraiment très intéressant de voir comment le cinéma trouve sa place en tant qu'art social à un moment donné pour révéler qui on est de l'élève qui vit le processus. Ok, je vais essayer. Bon, d'abord, merci de m'avoir donné ce titre d'enseignant, puisque du coup, je ne suis pas artiste, et c'est important, là, dans la table ronde qu'on a ce soir, de le dire, et je suis enseignant, donc je doute, comme vous le savez. Et donc, je ne suis pas du tout convaincu de ce que je vais vous dire.
peut-être première chose, effectivement, si j'ai accepté de venir, c'est par amitié pour les personnes qui m'ont invité. C'est par amitié aussi pour l'école que je suis de loin, mais que je connais mal. Mais j'ai eu plusieurs contacts indirects, voire un peu plus, depuis quelques années. Et notamment, comme tu l'as dit, par le biais de ces élèves qui quittent l'école et qui rejoignent en terminale, comme vous le savez, parfois un petit peu avant, les lycées, ici le lycée de Münster. Donc il y en a quelques-uns dans la salle, ils pourront témoigner et dire que je me trompe juste après, ça me ferait plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir, autant en tant que professeur de philosophie, puisque c'est ma profession de départ, que comme professeur de cinéma. C'est vraiment un grand plaisir de recevoir ces élèves-là. Peut-être ne sont-ils pas tous comme ça, mais en tout cas, ceux qui arrivent à Münster et qui viennent dans nos classes, c'est vraiment un bonheur que de pouvoir leur enseigner et apprendre auprès d'eux en philosophie ou en cinéma. Et je pourrais développer, si vous le voulez, cette singularité qui est là. Oui, ça serait bien de développer, justement. Bon, ce qui est frappant, mais eux-mêmes le diraient mieux, mais ce qui est frappant, c'est... bon, ils ont un an de plus, c'est quand même pas rien, quand on arrive en classe de philosophie notamment. Parfois, ils intègrent des classes comme les séries scientifiques au lycée, où on a plutôt été habitué dans l'éducation nationale à développer je dirais, une réflexion procédurale davantage qu'une réflexion critique. Et c'est parfois difficile de faire de la philosophie sur les 3 heures qu'on a par semaine, avec la pression qu'il y a dans les matières scientifiques, dans ces classes-là. Et bien souvent, les élèves qui viennent de Steiner sont plus réceptifs à ça. Donc sans doute qu'ils ont travaillé autrement. Donc on a entendu parler Clément, peut-être est-ce la raison, mais ça venait déjà avant, je crois. Ils ont eu l'habitude de travailler sans doute les sciences autrement, et ils ont une attente. D'ailleurs, il y a eu cette année un défaut d'orientation pour une élève qui adorait les sciences et qui s'est rendu compte que les sciences qu'elle adorait, c'était pas celles qu'on lui proposait en terminale scientifique. Donc elle a dû changer de classe pour aller en série littéraire, où elle se sent très bien, je crois, si Camille et Yannick me confirment. Voilà, donc il y a cette différence-là. Dans la série littéraire, c'est un petit peu moins compliqué pour eux, je crois. Et en ES peut-être aussi, puisqu'il y a davantage de réflexion donc, sur la société. Et puis en série littéraire, il y a donc la force de l'enseignement de l'art et du cinéma qui fait que les élèves sont habitués à travailler autrement et à réfléchir. Il y a des points communs sans être du tout spécialiste. Je crains de dire des platitudes sur ce sujet du travail à l'école Steiner, mais sans doute qu'il y a des points communs et très vite ils se retrouvent et ils arrivent à travailler ensemble plus facilement. Mais voilà, parfois en série scientifique c'est plus difficile. Et effectivement, à Steiner, avec les élèves de Steiner, ça marche plutôt mieux. Voilà, vous êtes heureux d'entendre ça peut-être. Voilà, sur l'autre point sur lequel tu m'interrogeais, alors il y a vraiment beaucoup de choses. Peut-être un petit mot sur mon parcours à moi. Donc, je suis parti de l'enseignement de la philosophie. Donc, vraiment, mon parcours a été entièrement fait à l'éducation nationale, classe préparatoire, université. Donc, j'ai pas bénéficié d'enseignements alternatifs au cours de mon parcours. Et j'ai été amené à enseigner la philosophie, c'est-à-dire enseigner aux élèves à penser librement, d'une manière tout à fait académique, comme je suis donc, sinon sur une estrade, mais presque, ça existait encore. Et même, j'ai commencé dans des lycées à l'étranger, qui étaient des lycées assez élitistes, où il y avait une attente de contenu et très académique, quoi. Et donc, donc, mon moi social est celui-ci, à ce moment-là, d'un professeur qui doit endosser l'exigence académique de sa discipline et à la hauteur de laquelle il ne sera jamais, et donc il en fait encore plus pour faire croire qu'il l'est. Donc, j'ai fait ça un certain temps. Et j'ai eu la chance, vraiment, je crois, d'abord de rencontrer des élèves, un petit peu, malgré les obstacles que je m'étais moi-même mis, et ensuite de m'ouvrir à d'autres disciplines, et notamment aux disciplines artistiques. D'abord par la présentation aux élèves de l'art, mais là, à nouveau, il y a un petit problème, et je suis content d'entendre des artistes, parce que souvent, dans l'éducation, on enseigne l'art en parlant d'art, ou en emmenant les élèves voir des artistes au loin accrochés sur des cimaises ou sur des scènes qui nous
disent ce que c'est que l'art, mais duquel on est essentiellement distant, comme nous aujourd'hui sur cette estrade, comme tu l'as dit. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du spectateur émancipé. On est censé être émancipé par le spectacle qu'on regarde, mais on est dans une position de passivité totale qui empêche précisément l'action émancipatrice. Et donc là où j'ai encore plus appris, c'est en enseignant, non pas seulement de manière théorique, mais de manière pratique, les élèves à, sinon devenir des artistes, au moins avoir une pratique artistique. Là, j'enfonce des portes ouvertes ici, mais voilà, on est tous conscients que c'est dans l'activité elle-même que les individus vont pouvoir se révéler. Alors, et pas seulement donc, dans le spectacle de l'activité des autres. Et ça, c'est ce que je vérifie. Et en gros, il y a deux choses qui me plaisent énormément dans ce que je propose aux élèves dans le métier que je peux faire. C'est d'abord un espace qui est un espace de créativité pour les élèves. Et je le pense maintenant comme ça. Non pas un espace professoral, non pas un espace de transmission de savoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui soit transmis. Mais ça veut dire que ce n'est pas comme cela qu'on définit l'espace au départ. J'appelle ça un espace d'atelier, plutôt, spécialement dans une option qu'on appelle l'option facultative. Les élèves sont en activité et les savoirs sont là pour accompagner l'activité des élèves. Et puis l'autre chose qui me semble importante, c'est l'aspect collectif. Donc le cinéma, c'est un art collectif, c'est un art d'atelier qui a plein de défauts, notamment si on réfléchit, comme c'est un peu en creux notre cas aujourd'hui, sur le rapport aux nouvelles technologies, à la technique, etc. C'est pas sûr qu'au cinéma on soit émancipé des techniques, mais il y a quelque chose vraiment de très fort, c'est qu'on travaille ensemble. Et donc, c'est social. Et je rejoins un peu ce que... c'est pas environnemental, mais pour moi, ce qui se passe, c'est vraiment, à l'école, quelque chose de profondément social. Donc j'aurais du mal à opposer, du coup, à un moi social, même si je comprends bien l'opposition, qui soit normé, défini de l'extérieur, et puis un moi authentique qu'on pourrait révéler à travers la pratique artistique. Pour moi, la pratique artistique, elle est essentiellement culturelle, sociale, et c'est par socialisation qu'elle se développe. Et elle fait émerger quelque chose, oui, bien sûr. Je ne saurais pas dire si c'est l'être profond de mes élèves, et j'oserais pas le dire, ça me semblerait presque obscène d'avoir à leur dire que c'est leur être qui se réalise dans ce que je leur propose de faire. Mais c'est une évidence que quelque chose émerge dans ce processus collectif. Et donc je dirais plutôt que de révéler ce qu'ils sont, de se révéler à eux-mêmes ce qu'ils sont en train de devenir, au moment où ils le font. Alors est-ce que c'est ce qu'ils sont? Sans doute au moment où ils sont en train de devenir, bref. Mais est-ce qu'ils l'étaient 15 ans plus tôt? Je ne sais pas. Merci Loïc. Alors, on va venir ensuite à Jean-Paul, mais Loïc, moi, la question que je vais poser, c'est ça dit quoi l'art dans un processus éducatif? Ça dit quoi l'art? Eh bien, en tout cas, dans l'idée de Rudolf Steiner, une chose extrêmement importante, c'est que l'art, c'est un accès à la connaissance. Et ça, c'est déjà une chose essentielle. C'est-à-dire qu'il y a de multiples accès à la connaissance, et l'art est une forme d'accès à la connaissance. Ce n'est pas seulement une activité culturelle ou une activité esthétique, mais c'est une manière d'apprendre à connaître et à se connaître qui équivaut, dans la pensée steinérienne, à la science, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui singularise très nettement la pédagogie Steiner par rapport à d'autres pédagogies alternatives qui, elles, vont considérer l'art toujours comme étant un chemin différent, mais en tout cas pas un chemin privilégié pour l'accès à la connaissance. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est extrêmement profond. Alors, il commence à être tard, donc je ne veux pas parler trop longtemps, mais je voulais simplement dire que pour moi, très clairement, la pédagogie est un art. Et c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, on forme beaucoup les enseignants selon les principes d'une science qu'on appelle la didactique, et qui, elle, se revendique en tant que science. La pédagogie est un art, et c'est très différent.
un art, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, met d'abord comme priorité la pratique, le faire au départ, puis elle se fait dans un enracinement particulier, et ensuite elle suscite un questionnement sur soi, un questionnement avec les autres, un questionnement sur son identité. Et quelque part, si on est vraiment dans cette logique artistique, eh bien, on est obligé d'aller aussi au niveau des ruptures. C'est-à-dire rupture avec le quotidien, rupture avec ses routines, rupture avec ses habitudes, mais aussi rupture peut-être avec le monde des idées, pour produire quelque chose de nouveau, de différent. Et quelque part, c'est un chemin très très intéressant, le chemin de la pédagogie, lorsqu'on le conçoit comme étant un art et non pas une science. Ok, merci. Alors j'avais juste une... on va rester avec mon micro, je pense. J'avais juste une petite anecdote. Quand notre enfant aîné est rentré dans l'adolescence, il avait quelques petits problèmes de comportement avec ses parents. Et on a évoqué le sujet avec notre médecin. Et notre médecin, il a dit, mais votre enfant, il a un problème de lion. Alors, ah bon, c'est quoi un problème de lion ? Ben, en fait, le problème du lion, c'est que normalement, à cet âge-là, on tue le lion. Voilà, dans les sociétés traditionnelles, il y a un processus initiatique qui fait qu'il faut qu'on se confronte. Il y a des moments de passage et de confrontation et que c'est nécessaire pour grandir, voilà, pour terminer une étape et puis pour pouvoir advenir dans une nouvelle étape. Alors, en tant que parent de l'école Steiner, j'ai vécu un certain nombre d'événements dans la pédagogie, dans le suivi scolaire de nos enfants. Et j'ai vu à quel point c'était important. Il y avait certains moments qui étaient vraiment placés comme des moments qui devaient être vécus par un collectif, par une classe, parce que ça permettait de faire émerger quelque chose. Et j'avais l'impression que la pièce de théâtre était un de ces moments-là. Alors je me tourne vers Jean-Paul naturellement parce qu'on a vécu il y a quelques semaines une fantastique, je crois qu'on peut tous se dire, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ce moment extraordinaire de la pièce de 12e, de ce cru de 12e classe. Il s'est passé quelque chose, elles sont toujours magnifiques ces pièces à l'école, mais il s'est passé quand même quelque chose cette année. Peut-être que c'était le caractère un peu de... la musicalité qui était là, le fait que c'était quand même une pièce très très musicale, je ne sais pas, mais en tout cas la question, moi, c'est quoi la place d'une pièce de théâtre de 12e dans une scolarité ? Ça veut dire quoi ? Ou ça représente quoi ? Qu'est-ce qu'on vit ? Oui, ça marche ? Bonsoir. Donc je suis enseignant à l'école Matthias Grunewald de Colmar, je suis professeur d'allemand et très intéressé aux pratiques artistiques dans l'école, et en particulier au théâtre. Donc le théâtre, dans, je pense, la plupart des écoles Waldorf dans le monde, est une activité régulière, et en particulier la pièce de 12e classe, qui est un peu une forme de couronnement de ce que tous les élèves ont pu vivre au cours de leur scolarité. Faire du théâtre, ça veut dire quoi ? Au-delà de s'approprier le rôle d'acteur, il va falloir développer tout un tas de compétences dans tout un tas de domaines, puisque chez nous, faire du théâtre, ça veut dire aussi concevoir ses décors, les réaliser, faire la musique éventuellement s'il faut la faire les costumes, etc. Ce sont des activités qui regroupent en fait toutes les activités imaginables humaines. Donc ça passe par la tête, ça passe par le cœur, et ça passe bien sûr par les membres. Et c'est l'homme entier qui agit là. La place importante que nous accordons à cette activité, elle fait que dans cette période-là, en 12e classe, les élèves se dissocient du rythme habituel scolaire. Donc là, je rejoins ce qui vient d'être dit. On va vivre une espèce de temps d'exclusion, un peu comme un bourgeon qui va gonfler avant d'éclore. Et il y a quelque chose qui va être en gestation. C'est une sorte de laboratoire dans lequel chacun n'a qu'un seul objectif, faire ce qu'il faut pour atteindre un but. Alors je repense à ce que nous disait Loïc tout à l'heure quand il disait que en première année de licence, les élèves arrivent, ils s'assiedent, ils écoutent,
et ils prennent des notes. Alors là, on est exactement à l'inverse. Les élèves vont être debout, ils vont parler, et la seule note qu'ils vont prendre, à la limite, c'est celle qui va leur permettre de débuter le chant dans de bonnes conditions. Et peut-être que nous aurons l'occasion de les entendre, puisque cette année, la pièce de théâtre a été choisie par les élèves assortie de chant. Alors c'est une difficulté supplémentaire, mais là encore, c'est un moyen de mettre à contribution tout ce qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre au cours de leur scolarité. Alors il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si c'est le moment. Oui, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet aspect d'un moment fort et marquant dans la scolarité. La proposition, si les choses s'étaient bien organisées dans cette soirée, peut-être que vous auriez eu plaisir à écouter à nouveau les chants, en tout cas quelques-uns des chants qui ont été proposés dans la pièce il y a quelques semaines. Ça vous aurait plu, ça? Ouais, ça aurait été pas mal, hein. Au moins un, hein. Au moins un. Mais néanmoins, les élèves de la 12e classe ont accepté de venir chanter, mesdames et messieurs, pour vous ce soir. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, et seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte du sang-pote, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, son valet, son fils, son frère. Sancho, son seul amigo, son seul suivant pour toujours. Et j'en suis fier. Regardez-moi, les dragons, les sorciers, les sorcières, notre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma manière. Regardez-moi, un chevalier vous les fait. Oui, c'est moi, Don Quichotte, et seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, seul Quichotte et son peuple, et le vent de l'histoire chante en moi. Et j'en suis fier, d'ailleurs qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Alors on va déjà juste laisser la parole à Loïc. Oui, brièvement, évidemment, puisqu'il est tard. D'abord, encore, c'était tout à fait extraordinaire, ce moment-là qu'on a vécu. Je crois qu'il y a une leçon quand même à tirer de tout ce qui a été dit. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, 100 ans après, on est quand même, enfin la plupart d'entre nous, de ceux qui sont engagés dans une pédagogie alternative, comme la pédagogie Steiner, sont incontestablement des héritiers. Or, pour être un héritier, il y a une chose qui est totalement essentielle, si on veut être un héritier libre, c'est d'avoir la connaissance du testament dont on a hérité, pour pouvoir savoir dans quelle mesure on adhère à tout, à l'ensemble du testament, et surtout pour être capable de le renouveler sans arrêt, d'inventer de nouvelles perspectives, parce qu'on est dans une autre époque, parce que le monde a évolué, etc. Le plus dangereux pour les pédagogies alternatives aujourd'hui, et pour toutes les pédagogies en général,
c'est d'être des héritiers sans testament. Parce qu'un héritier sans testament, c'est quelqu'un qui est fragile, extrêmement malléable, et qui ne peut pas asseoir le futur sur les valeurs du passé. Et ça, c'est vraiment difficile. Si on veut savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et donc je crois que c'est absolument essentiel de continuer à se revendiquer comme étant un héritier, comme ayant la connaissance du testament et la volonté de vouloir le faire évoluer, justement parce qu'on sait d'où on vient. Merci, et merci beaucoup pour cette rencontre amicale de ce soir. Un grand merci Loïc, un grand merci. Nicolas.